Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Mardi égale émission intraday. On fait comme d'hab quand même une petite intro pour les cryptomaniaques, pour donner un cadre, éviter de faire des bêtises, toujours pareil. Le principe n'est pas de trouver systématiquement le next move, de vendre tout en haut, d'acheter tout en bas et de faire les perfectos. Le principe est simplement d'essayer de vous éviter déjà de prendre les décisions les plus stupides. Euh, alors, comment on aborde? Toujours pareil, de cette façon, donc on cherche toujours les cadres, hein. Je rappelle, le marché c'est un millefeuille, et l'essentiel c'est que vous arriviez à identifier un maximum de contexte. C'est-à-dire que plus vous arrivez à identifier les contextes sur le millefeuille, plus vous pouvez être précis dans vos interventions. Donc là, le problème, c'est qu'on a un millefeuille très intriqué entre ce qui est l'horaire et le daily. C'est-à-dire ces trois time frames-là sont très compliqués à lire, puisque donc en daily, on est sous des résistances assez fortes et sur des zones puissamment résistantes. D'accord, on va tenter des débordements de contexte vendeur baissier. Donc, la fin des cracks, on tente de bien imprimer le sentiment que le crack c'est fini. Bon, c'est déjà largement fait vu l'euphorie dans laquelle on est. Le problème évidemment donc est cette structure complètement parabolique qu'on a en 4 heures, mais qui est très largement mature. Et la toute dernière, à court terme, en horaire, une nouvelle parabole qui a déjà cassé ses supports. Donc cette parabole, ça marche plus, hein. On voit bien la ligne de tendance ici, elle a été bien brisée, et le marché ici est en train de causer sa phase de retournement. Donc, est-ce que là on a le signal vendeur? Franchement, je veux pas être méchant, mais c'est fort possible que oui. Dans ce cas-là, j'aurais raté le sommet, j'attraperai plus tard. Mais est-ce que pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est simplement sur la phase retour de volatilité, on fait trader les neuneux? En fait, tout simplement, prenez le schéma 4 heures de la bulle, d'accord? La bulle, le retour de volatilité. Rappelez-vous ce qu'on a fait à l'époque. On a fait un petit triangle à la con, on a fait un excès. Ici, moi, je pensais qu'on était mature, que ça, c'était l'excès final. Le marché me dit non, non. En fait, là, je viens faire mon petit pullback, je termine ma structure volatile et je remets le dernier coup de rein. Donc, est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire la même chose, ce marché ici, c'est-à-dire de recopier les mêmes schémas de bulles, c'est-à-dire une petite phase de volatilité, l'équivalent de notre triangle, une poussée un peu plus haut que tout le monde pense être l'échec et final. Maintenant, franchement, vous avez vendu hier pour certains. Là, normalement, vous êtes en train de vous faire TP, c'est-à-dire vous arrivez sur l'objectif baissier du range. À ce stade-là, si vous voulez garder 25, 30, 50% de la position, pour moi, c'est open bar. Vous avez des gros signaux exit. Le problème, c'est que ça va squeezer. Et donc, effectivement, ce signal-là, pour moi, résume bien le sentiment actuel. Soit, effectivement, ce marché va tout faire pour envoyer un dernier coup de rein, un peu comme celui-là, c'est-à-dire il va sortir un peu de nulle part. Et on va le voir probablement en 15 minutes. Et dans ce cas-là, le marché va essayer, hop, paf, de vous mettre la dernière poussée. Et c'est celle-là que moi, j'hésiterai pas à prendre. On a ici une grosse target en horaire. Elle est encore tout ce qu'il y a de plus viable. Et c'est surtout que, voilà, moi, ce qui me chiffonne un petit chouïa, c'est qu'en 4 heures, ici, si on est dans un excès final, normalement, l'excès final vient déborder le contexte. Ce qui me laisse à penser que la zone à shorter cette semaine, elle se trouve un petit peu plus haut. Maintenant, il faut être clair et net. Là, vous avez des signaux, c'était du TP, et là, maintenant, on voit bien la belle tentative de divergence. Difficile de dire si franchement c'est suffisant. Donc, moi, ce que je vous propose de suivre pour l'instant, c'est effectivement le 15 minutes, le time frame que les pros hier ont bien capté dans le Discord. Et franchement, bravo les gars, parce que moi, j'étais en train de faire totalement autre chose à ce moment-là. J'étais en train de me faire latter la gueule dans l'eau, pour être honnête. Donc voilà, le principe, c'est ça, d'accord? C'est donc de dire si c'est ça la structure de range. On est bien dans un range, hein. Là il est bien mature ce range, d'accord? On a fait les trois contacts, 1, 2, le troisième ici, et on est en train de faire le quatrième ce matin. Donc là, normalement, ceux qui ont vendu la partie haute hier, c'était sécurisation, et là, aujourd'hui, TP. Hein, on a atteint les 76% dans le range, c'est votre objectif en limite. Normalement, ce matin, ici, à 8990 et des poussières, là, vous avez été TP sur votre trade, finger in the nose, un trade easy, du range, tout ce qu'il y a de plus classique, vous avez pris votre gain, basta, vous sortez de là. Si vous voulez garder en daily, juste dans l'espoir de ah, putain merde, on n'arrive pas à trouver un support et on dérouille tout et on déclenche le crack spéculatif. Ah, vous serez bien content d'avoir cette vente pour pouvoir renforcer. Vente que d'ailleurs, moi pour ma part, j'ai pas. Donc je peux un peu chier. J'aimerais bien l'avoir pris en même temps que vous hier le trade, mais bon, quand je suis revenu, clairement, je l'avais raté. Donc le principe est de dire ok. Ceux qui veulent jouer ça, je vois absolument aucune contre-indication à ça. Bien au contraire, je trouve la logique très intéressante de dire bon bah sur 25% de la taille de position, je tente le crack spéculatif et si ça passe, je vais être content. Si ça passe pas, bah, je perds 25% d'un gain. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est pas vraiment, c'était un trade à faible risque. Vous l'avez pris, ça porte ses fruits, c'est génial. Voilà. N'hésitez pas dans ces cas-là évidemment à réinvestir une partie du risque. Je vous rappelle
toujours d'ailleurs, pour la plupart, pour ceux qui ont fait ça, vous êtes des expérimentés, hein, je vous connais, ça fait longtemps que vous êtes là. Donc bravo, ça veut dire que vous êtes indépendant et ça c'est cool. Et ce qui est important, c'est que vous, rappelez-vous, il faut toujours que vous tendiez vers le risque au lieu de tendre vers les leviers. C'est-à-dire que maintenant que vous maîtrisez bien le truc, que vous avez compris entre guillemets comment fonctionne la gestion du risque, pas comment fonctionne le marché, bien entendu. Maintenant que vous avez compris ça, eh ben vous avez deux choix. Vous allez vouloir gagner un peu plus d'argent et c'est normal. Et il n'y a que deux méthodes. Soit vous utilisez des leviers supérieurs, c'est-à-dire que comme vous maîtrisez bien le risque, vous allez vous dire, bon, il n'y a plus de risque, donc je prends des leviers, je monte la taille de mes positions sans monter la taille du compte. Donc vous augmentez le levier sur votre capital et ça, bon, ça peut marcher. Il y a des gens qui y arrivent très bien. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui s'y cassent les dents à ce jeu dangereux. Donc l'autre option, c'est de prendre un peu plus de risques. Et ça, évidemment, c'est pareil, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'augmenter le niveau de risque que vous prenez, ça peut conditionner de nouvelles erreurs. Mais la différence, c'est que avec le levier, pour moi, c'est une voie sans issue. Plus vous avancez dans cette voie, plus vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de sortie de l'autre côté. C'est la sortie, c'est vous qui sortez du marché, quoi. Alors que dans la gestion du risque, en vrai, il n'y a pas de fin. Théoriquement, vous pouvez prendre un risque infini, mais évidemment, là aussi, plus vous prenez de risques, plus vous allez au fond de l'allée, quoi. Et le principe est de dire que d'un côté, c'est pas vous qui gérez, de l'autre, c'est vous. Le levier, vous pouvez rien y faire, quoi qu'il arrive, ça brûle les ailes parce que vous verrez pas. Vous verrez pas les schémas dangereux se reproduire, vos schémas de débutants se remettre en place et vos gestions du risque débiles se sauter complètement. Donc, c'est ça le danger avec le levier. Alors que la prise de risque, vous allez le voir tout de suite. Et si vous prenez trop de risques, vous allez vous voir. Vous dites, ah putain, ça marche plus, là j'ai fait un truc que je comprends pas. Donc voilà, vous allez mécaniquement beaucoup plus facilement revenir en arrière avec la gestion du risque. Et la différence, encore une fois, c'est que la gestion du risque, c'est quelque chose que vous pouvez activement travailler. C'est-à-dire que la pratique vous rendra meilleur à la gestion du risque, ça vous permettra de prendre plus de risques sans réellement, en fait, faire subir ce risque à votre capital, parce que vous le maîtrisez par une meilleure application de vos stratégies. Ok ? C'était une petite parenthèse, bon, très ciblée pour un petit groupe de personnes qui se reconnaîtront bien évidemment. Navré, hein. Pour les autres, ça ne vous concerne pas. Alors ce trade de range, tout le monde pouvait le prendre, hein, même les débutants. Mais évidemment, il y en a plein qui ne l'ont pas pris et vous jetez pas la pierre. Hein. Et puis franchement, il fallait être accroché pour prendre un trade de range en 15 minutes alors qu'on envoie des bubules un peu partout. Hein. Donc évidemment, il faut avoir un petit peu d'expérience pour pouvoir oser se mettre dans ce genre de truc. Bref, donc bravo pour ceux qui l'ont pris. Donc pour moi, voilà, soit on atteint ici le range mature et pouf, on va mettre un dernier petit coup de rein pour venir chercher donc les débordements en 4 heures. Et pour moi, ça correspond à la prochaine zone qu'on avait identifiée sur les volumes profile, donc les 9500 et les poussières, jusqu'à 9700. Donc ça fait une zone entre guillemets de 150-200 $ par là, très intéressante et très attractive. Pour jouer ces 10 scénarios. Voilà. Évidemment, si on se met à casser le support ici, c'est là où ça devient mauvais. Hein. Donc moi, je vais mettre tout de suite une alerte ici. Si on vient tenir des clôtures là-dessous, c'est là où ça commence à saigner du nez. Et on devra se dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, PTC, validation baissière. Alors, on va plutôt mettre ça. Ce ne sera pas confirmé, ce sera une simple validation. D'accord ? Hop. Ça veut simplement dire que ceux qui ont vendu là-haut, là, si on arrive à casser ça, tout simplement, avec des clôtures, hein, c'est important, il faut que ce soit des clôtures, pas juste venir mettre des mèches. Si ça clôture là-dessous, là, vous pouvez vous dire, ok, c'est bon, le trade est validé, je vais pouvoir renforcer. C'est-à-dire, tous les pullbacks, vous chercherez à les revendre. Moi, évidemment, j'essaierai de me positionner sur un pullback, vu que je n'ai pas pris ce trade. Allez, on s'arrête là pour les cryptos. Le marché intraday. Allez, on fait donc toujours la même chose. Donc comme d'hab, je vous fais pas le DAX parce qu'il y en a d'autres qui le font et j'ai pas envie de faire la même chose. Donc on fait juste autre chose. Allez, donc le DAX, SPX, Daily, on regarde le cash toujours, tout de suite. Est-ce qu'on a laissé des trous de cotation? Celui-là est refermé, donc il n'y a plus besoin. Il nous reste celui-là qui est un gap, donc un gap commun, hein, rien de bien méchant. Typique d'ailleurs d'un marché en range, donc ceux qui voient un marché haussier, moi ça me titille toujours les oreilles d'entendre ce genre de conneries. Donc prudence. Alors là, celui-là, non. Je ne sais pas pourquoi on l'a marqué, mais ça, c'est pas il a été clôturé celui-là. Vous voyez, on a ouvert et dans la session, on est venu clôturer le gap. Alors là, il n'y a pas de gap. Enfin, il n'y a rien d'exploitable sur ce niveau. Après, il y a bien un niveau de support assez identifiable, c'est-à-dire que c'est un niveau technique, mais c'est pas un gap. Voilà. Là, par contre, on a un vrai gap ouvert, hein, c'est-à-dire on a clôturé là, on a ouvert et on a accéléré. Alors que là, vous voyez, on a ouvert ici, on a clôturé le gap et ensuite on a accéléré en fin de journée. C'est totalement différent dans la psychologie. Là, c'est la même chose.
on ouvre sur le plus haut de la journée et on pousse comme des teubés. Même chose ici. Ces gaps-là, effectivement, eux, ils ont un effet un peu attractif. Et dans un range, ceux-là, on les referme. Donc pour ma part, pas de reprise de mouvement et du sentiment baissier en swing tant qu'on ne vient pas refermer le gap à 2744. Dans ce cas-là, c'est un gap d'éjection haussier et ça, c'est pas génial. Donc celui-là, moi je pense qu'on, si on le referme, c'est vraiment qu'il y aura des inquiétudes beaucoup plus fortes que celles qu'on a pour l'instant. Pour l'instant, j'ai plutôt envie de dire, tout le monde pense que tout va bien, la Fed va nous sortir un discours dovish, et tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Hein. Donc ça, c'est le contexte swing. Normalement, on n'en tient pas trop compte, mais là, on est un peu obligé de le faire, parce qu'on est sur des zones swing. Donc en intraday, il faut tenir compte du contexte. On sait que c'est dangereux, il y a la Fed demain. Normalement, intraday, là, il n'y a rien à faire. Quand on voit à quoi ressemblait la journée d'hier, et les 4 journées les 4 dernières journées, là, franchement, vous devez vous dire qu'en intraday, pas franchement le moment optimum pour travailler. C'est plutôt du swing qu'il faut faire ici, on est bien d'accord. Bon, on va quand même essayer de le faire, mais dans ce cas-là, comment vous réagissez quand vous avez tout ça? Vous dites, ok, je suis dans une zone swing, le marché ne sait pas ce qu'il veut, il y a un gros catalyseur demain. Comment on gère ça? C'est là les curseurs de risque, d'incertitude. D'accord? Là, c'est pas tellement un risque technique, c'est un risque, c'est un risque fondamental. Oui, là, vous savez qu'il y a une zone swing qui est très indécise, le marché vous le montre bien. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà, comment on gère cette merde? C'est ça qui me semble être la thématique de la zone actuelle. Et malheureusement, j'ai clairement pas la réponse. Donc, c'est plutôt de dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cette tendance 4 heures bizarre qui avait aucune logique, qui est sortie de nulle part et qui a été, pour ma part, un peu orchestrée. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en suit un schéma tendanciel? Dans ce cas-là, et ça c'est que le pullback et on a un excès final à aller faire. Ou bien est-ce que comme c'était débile, on refait un truc débile dans l'autre sens et on était juste dans un range hebdomadaire? Voilà, c'est un peu ça la thématique des derniers jours. Et voilà. Donc intraday, comment on s'applique à ça? Franchement, on est bien conscient que là, ce sont les mecs au-dessus de nos têtes qui sont en train de trader aujourd'hui, les swing traders. Donc quand on est en intraday et qu'on veut quand même faire de l'intraday, on va essayer de cadrer le marché quand même. Mais très sincèrement, là, tout ce qu'on va voir, c'est un range mature, mais on va aller le voir quand même. Dans ces cas-là, soit vous tradez tout simplement pas en intraday, vous dites ok, aujourd'hui c'est journée off, tant mieux, qu'est-ce que vous avez à faire? Faire des courses, changer tel ou tel truc, faire du ménage, je sais quoi, vous faites ça, ce sera plus intéressant que de regarder vos graphiques. Ou alors vous allez faire de l'intraday sur un autre actif. Je pense que ce matin c'est ce qu'on va faire pour pas perdre notre temps, je vais aller voir d'autres actifs et on va voir s'il y en a un où on peut faire de l'intraday. Donc, sinon, si vous voulez absolument faire votre session en intraday, qu'est-ce que vous faites? Vous diminuez clairement tout de suite les leviers. C'est clair et net. C'est-à-dire que voilà, si vous faites du scalping, comme on va le faire, alors je pourrais probablement pas le faire mercredi, je vous le dis direct, j'ai envoyé les virements hier pour le compte, ça m'étonnerait qu'ils soient arrivés d'ici mercredi. Donc on verra si jamais il y a un miracle, mais ça me semble compromis de le faire mercredi. Jeudi, je vais avoir très peu de temps, donc ce sera probablement que la semaine prochaine. On verra, hein, voilà, de toute façon je le fais dès que je peux. Allez, donc le contexte, c'est on réduit, on est probablement sur une zone swing, donc on sait qu'il y a le catalyseur demain, donc on est très prudent, on ne cherche pas des objectifs bien loin parce qu'on va être dans des ranges assez matures, et on va aller confirmer tout ça. Hop, donc on vient en horaire comme d'hab, on cadre son marché. Hop, qu'est-ce qu'on a comme cadre ici? Ok, alors c'est assez chiant, on va dézoomer un peu plus, voilà. Donc là on voit bien à peu près ce que c'est que ce truc, ok, on avait donc... je pense qu'on est dans un range qui a été bien mature, hein, c'est-à-dire 1, 2, 3 et bien 4 ici, donc un beau range baissier, hein. On voit bien que là c'est un gros range bien baissier, très baissier puisque là ici on n'a même pas fait les 61% de retracement. Je vais regarder avant de dire des bêtises. Presque, voilà, ici on les a titillés, vous voyez, les 61 étaient un petit peu plus haut, donc voilà, ici on est quand même donc sur un fort range baissier. Hop, et donc ici, pouf, on vient tout de suite donc dans la formation du gros range en 4 heures qu'on a vu. Donc le schéma reste effectivement pour ma part, trader ce range 4 heures pour l'instant, donc suivre ce contexte-là. Donc quand on est dans la zone rouge, vente uniquement, on essaie toujours de choper des débordements des contextes ou dans les contextes. Donc là, le minimum aujourd'hui, c'est déjà d'aller attendre qu'on aille retester les sommets, 29,06, et normalement des petits débordements, et essayer d'aller chercher les niveaux techniques qu'on avait identifiés. 29,17 me semble être un strict au minimum, voire le niveau FIBO, 85,4, 29,25, ou la zone de volume, 29,30, me semble être des thématiques totalement normales. Alors là, ici, effectivement, comme on est dans un range baissier, alors là, on avait bien une structure de tendance. Là, franchement, c'est un peu du grand n'importe quoi. Moi, ici, j'éviterais d'utiliser
l'objectif, enfin l'utilité du fixed range. Tout simplement parce que il y a eu tellement de niveaux de retracement ici que j'ai pas l'impression qu'on ait réellement laissé des zones de volume infranchies par derrière. Voilà. Donc, je suis un petit peu embêté. Voilà, je suis un petit peu embêté, je vous le cache pas, parce que je manque de niveau technique dans cette zone-là. Alors, on va quand même les noter, mais vraiment, vous les prenez avec des pincettes. Pour ma part, ça n'a pas de grande qualité. Ici, utiliser le volume profile, ça me paraît, enfin, utiliser le fixed range me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Donc, faites franchement gaffe à tout ça. Ok? Donc ça nous donnerait ça comme 3 zones à venir éventuellement tester. Donc honnêtement, celle qui est juste au-dessus de la précédente, 29,15, ça me paraît quand même assez peu probable qu'elle fasse le boulot. On est à Wall Street, les mecs vont tout faire pour arracher. Donc ça nous donne 2 prix, 29,25, 29,32 pour chercher des ventes. Pourquoi je ne vous propose pas d'achat? Alors il y en a qui me posent souvent cette question et elle est très rationnelle, hein, encore une fois. C'est juste que moi ce que je vous apprends, c'est prendre des trades à faible risque. Les trades qui procurent de l'argent facile, comme je vous dis, c'est que les risques sont cachés. Et comme vous débutez, je préfère que vous voyez clairement les risques, quitte à vous prendre un stop loss, mais de savoir pourquoi vous le prenez, parce que vous avez pris des risques, soit vous prenez des stratégies à faible risque, et quand vous prenez un gadin, vous ne savez pas pourquoi. Et c'est ça qui est plus compliqué. C'est-à-dire que là, si vous achetez, alors qu'on est très proche d'une zone de vente, c'est sûr, ça a beaucoup plus de chances de monter en réalité chercher les ordres vendeurs, mais les ordres à faible risque, la smart money, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est plutôt en train d'essayer de chercher les ventes, elle. Donc moi, je préfère toujours vous positionner dans le sens de ce que fait la gestion du risque, c'est-à-dire ce que fait la smart money. Maintenant, il faut bien être conscient que la smart money, comme elle veut être exécutée à la vente ici, elle fait du market making, c'est-à-dire qu'il y a des robots qui empêchent de casser les supports. Donc soit vous vous mettez dans le sens de ces robots, mais pour moi, ça ne peut se faire que dans un contexte particulier qui est le scalping, c'est-à-dire que vous vous mettez avec ces robots, mais vous les voyez travailler. Sinon, vous allez vous dire, oh ouais, bon, le marché est haussier, allez, je continue d'acheter. Oui, c'est bien, mais c'est quoi la stratégie? C'est quoi la logique derrière votre prise de décision? C'est de dire, le marché monte, donc j'achète. Mais c'est complètement con de faire ça. Encore une fois, plus votre raisonnement est simple dans la prise de décision, plus votre stratégie est merdique en termes de gestion du risque. Donc, si vous prenez du blé avec une stratégie qui gère mal le risque, c'est que vous prenez des risques que vous ne voyez pas. Et ça, c'est très dangereux. Voilà. Ça, c'est très très dangereux parce que c'est ce qui vous rattrapera tôt ou tard. Donc, il faut toujours faire très attention à ça. Le risque dans les marchés financiers, il est permanent. Il existe toujours sous une forme soit très facilement perceptible, soit sous des formes bien plus pernicieuses qui ne se voient pas évidemment 99% du temps, mais quand vous tombez sur les 1%, vous vous faites racler littéralement la gueule avec tous les biais émotionnels que ça induit, c'est-à-dire que comme vous ne l'avez pas vu venir, vous allez penser que c'est anormal, donc vous pouvez lutter, et ainsi de suite, et toutes les conneries habituelles du genre. Bref, voilà. Allez, donc S&P 500 ici en horaire, le cadre c'est là on cherche des ventes, de préférence dans le contexte, voire en débordement, donc effectivement je dirais aujourd'hui le 29,33 il est très très intéressant à la vente, avec un stop très serré, et si ça passe pas, on se barre, tant pis, bye bye. Ok, on sera vraiment de retour dans le parti très haut du range, des zones que normalement on n'a pas besoin d'aller revisiter, donc si on y va, c'est qu'il n'y a pas de vendeur tout simplement. Moi, je pense qu'ils sont là, les vendeurs, et qu'ils vont se positionner avant la Fed, mais qu'ils veulent des prix très attractifs, et qu'effectivement, c'est ce qu'on risque d'aller faire aujourd'hui. Donc, de toute façon, en horaire, on a bien vu, donc c'est plutôt, on cherche des ventes, en tout cas, on est plus proche des zones de vente. Donc, les flux sont acheteurs et vont chercher des vendeurs. Okay, en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Un gros range, voilà, et un range bien mature, hein, donc ça fait 1, 2, 3, et on fait la 4e borne, et comme par hasard, boum, ça réagit tout de suite. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, on attend des informations, comme elles n'arrivent pas, allez, on reprend le sens précédent. Mais ça, c'est normal, encore une fois. Mais là-dedans, vous positionnez acheteur dans le range, c'était d'une crétinerie hallucinante. Là, pour moi, cet achat, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Vous avez un TP, ça pousse un peu plus loin la classique du TP, ça vient chercher le débordement, une target, un triangle, boum, allez, c'est parti. Ça, vous y allez direct. Je vous rappelle que les targets, hein, ce sont des signaux. Donc, c'est-à-dire que là aussi, il y avait un signal de vente, on vient déborder le contexte, target, triangle, boum, vous y allez tout de suite. Il n'y a pas besoin de signal de momentum quand vous avez ces targets-là. Dans des ranges, ce sont des objectifs techniques. Donc, regardez là, pouf, même chose, vous venez là, paf, target, triangle, merci, au revoir. Là, vous aviez même un TP. Donc, il ne faut jamais chercher à rendre un truc simple plus compliqué. D'accord? C'est pour ça que je vous ai mis les breakouts bien visibles comme ça. C'est parce que ce sont des signaux. Alors, ce sont des signaux gris, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut quand même bien valider que vous soyez dans un range et ainsi de suite. Hein, voilà. Rappelez-vous, les croix doivent être soumises à interprétation. Tant que votre range n'est pas mature, c'est très peu probable que ce soit des breaks de tendance. Donc, vous n'hésitez pas à shorter dès qu'on va chercher ces targets, mais vous attendez toujours ce putain de triangle. Hein, voilà.
Donc là, range mature, le range prend la forme d'un truc un peu incompréhensible, puisque donc là on a fait celle-là, hein. Voilà, ici on est allé faire un nouveau plus haut sans chercher le contexte, donc nos 4 bornes elles sont là. Donc à quoi ça ressemble ce truc-là pour l'instant? Alors là on a déjà cassé cette borne-là, donc c'est un peu bizarre hein, comme forme de range, je ne vais pas vous le cacher, ça n'a aucune structure, puisqu'on avait des sommets descendants, d'accord, hop, comme ça, et on avait des creux ascendants. Donc là, théoriquement, on est un peu emmerdé, ça ressemble à un triangle, sauf qu'on n'a pas la structure d'un triangle et qu'on a déjà cassé potentiellement le triangle. Donc pour moi, ça semble le range mature, mais avec une structure qui correspond pas vraiment à ce qu'on devrait trouver ici. Donc très honnêtement, on se prend pas la tête, d'accord, on va pas chercher à faire des décomptes Elliotistes et autres conneries du genre dans des ranges. Je vous rappelle qu'Elliott c'est très bien pour les tendances, c'est très mauvais pour les bulles et c'est encore plus mauvais dans les ranges. Donc ce matin, pas de cadre. Très sincèrement, voilà, c'était du range, mais on n'a pas de structure de range logique là-dedans. On comprend rien à ce qui se passe. On a compris qu'il y avait une zone de vente là-haut. Ici, il y a potentiellement des supports, mais on ne va pas les payer vu que le range est mature. Voilà, pour moi, ça répond clairement à la question, hein, qui est plutôt et qui revient à dire, soit ici, on invalide ce mouvement-là et on vient chercher un deuxième support ici, et dans ce cas-là, on refait notre range comme ça, d'accord, 1, 2, 3, ça c'était un piège, on va revenir clôturer très bas dans une demi-heure, et on va faire un deuxième point ici. Là, on aura un joli range classique de type canal, d'accord, c'est-à-dire, enfin pas de type canal, mais, oh, pardon, de ce type-là, d'accord. Ici, on fait nos bornes et on revient en former une sous là et on fait en gros de la correction ABC avec 2 obliques descendantes et ici ça rachète, ok, possible. Hein. Maintenant, bon, il y a la Fed, voilà, faut bien se le dire. Donc moi, il me semble qu'on va pas trop faire ça et qu'on va juste aller chercher les ordres vendeurs pour que ceux qui veulent vendre puissent se positionner avant la Fed et gérer leurs risques. Donc intraday, on laisse tomber. Allez, ce qu'on fait d'autre dans ces cas-là, donc vous pouvez utiliser, on va le refaire, utiliser le template multi-chart, c'est-à-dire vous passez un panel d'actifs liquide, d'accord, absolument, vous prenez que les grands noms, que les trucs que tout le monde connaît, les Dow Jones, Nasdaq, machin, euro-dollar, USD, yen, voilà, vous restez sur du easy, du logique, ok, et vous vous foutez effectivement en horaire et vous me cherchez des cadres. Donc le principe est de dire, ici on va essayer de choper, comme on a vu que le S&P 500, bon c'est un peu chiant, bon le problème c'est que là la Fed, ça va toucher tout le monde, hein, ici on est bien d'accord. Quand vous avez ces cas-là, vous dites, ah putain qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc là vous voyez l'eurodoll, ça vient chercher des supports dans un mouvement plutôt haussier, ah tiens, ça c'est intéressant. Enfin moi personnellement ça va m'intéresser ce genre de truc. L'USD yen, on voit bien qu'hier il y avait des signaux intéressants dans les contextes vendeurs, dans un mouvement bien bear. Donc effectivement, le problème, c'est que le dollar, on ne sait pas ce qu'il va nous faire, évidemment. Et ils font tout pour racler, comme d'hab, les Américains, parce que c'est des putains d'enculés. Et que, eux, évidemment, ils sont market makers. C'est eux qui ont les flux financiers. Donc, ils ont décidé qu'ils feraient ce qu'ils voulaient avec le marché. Et ils veulent absolument pas que le dollar se déprécie, parce que sinon, ça veut dire qu'ils perdent leur suprématie. Et évidemment, ils font tout pour lutter contre ça. Mais je pense que ça arrivera quand même. Bref, donc, ils font tout pour taper sur les autres devises pour éviter que le dollar se déprécie. Et donc le principe est de dire, voilà, là on a peut-être un trade intraday à faire ce matin en achat, d'accord, en bas de contexte horaire, en 15 minutes, et là vous dites, ok, ce matin, alors il y a la Fed, donc encore une fois, là vous n'allez pas me foutre un levier là-dessus, il ne faut pas être débile. Mais donc effectivement ici il y a un truc qui n'est pas inintéressant. Et là putain, vous avez une belle structure immédiate, je vous laisse réfléchir parce que c'est intéressant. Je vais enlever les signaux parce que c'est encore pas, les signaux sont pas intéressants. Si là vous trouvez pas un contexte de trading intéressant, je comprends pas, d'accord. Donc là, identifiez-moi ce truc, ça doit vous parler tout de suite, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Voilà, à quoi ça ressemble? Est-ce que ça vous parle pas? Normalement, ça devrait vous parler. Enfin moi, en tout cas, moi, ça me parle. Alors c'est très particulier comme système. Vous allez vous planter un peu, je pense, parce qu'il y a, ça veut dire, il y a un petit vice caché là-dedans. Alors je sais que vous allez me dire, ah putain, c'est une tendance, Phil, c'est une tendance. C'est possible, dans ce cas-là j'aurais tort, mais même si c'est une tendance, dans ce cas-là c'est breakout, pullback, mais c'est pas normal, dans ce cas-là on aurait eu le pullback ici, hein, on est revenu chercher les contextes, donc normalement ça aurait dû faire ça et excès final. Si on avait une tendance, on aurait fait un truc comme ça et on aurait baissé derrière. Donc non, ça correspond à rien. Moi j'ai surtout l'impression que c'est un range ultra bear, c'est-à-dire que les mecs, ils ont tout fait pour arracher, hein, c'est bon, la classique du dollar, hein, c'est-à-dire que quand on a un peu de mouvement baissier, on fait tout pour que ça passe, et en fait ça fait un premier mouvement baissier ici, une toute petite consolidation de range, mais microscopique, et là on est en train de faire le deuxième mouvement, et normalement, voilà, le mouvement majeur pour moi il est là,
hein. C'est bien là où effectivement on a une belle tendance, sans breakout, la divergence, le pullback et les excès finaux. Pour moi, là, il y a un mouvement tendanciel haussier clair qui a suivi les schémas d'une tendance. L'accumulation, le breakout, la poussée à la divergence, le pullback, les excès finaux. Terminé. Là, on est en train de consolider, pour ma part, ce mouvement haussier. Donc, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on recherche dans ces mouvements haussiers? On fait comme d'hab, on prend. Alors, on met ses niveaux de retracement, d'accord? On attend que le range ici soit mature. On voit bien qu'on a déjà fait 4 contacts. Donc, on a le sommet du range, la première borne baissière, celle-là. Et là, on est en train de faire la dernière. Alors, ici, on est quand même revenu tâter le contexte. Donc là, on est sur un range encore plus mature. D'accord? On est déjà à 5 bornes sur le range. Mais pour moi, ça reste du range. Voilà. Alors, normalement, ça ne colle pas, puisqu'ici, on ne peut pas faire normalement ça plus bas. Là, c'est-à-dire qu'on pourrait suivre un schéma, effectivement, d'accélération baissière. Mais dans tous les cas, ici, on est à un excès final. Donc, si ça se trouve, on fait que la première borne d'un mouvement baissier, on va remonter et rebaisser une deuxième fois éventuellement. C'est possible, hein. Mais en l'état, ici, je pense qu'on est à la fin d'un mouvement vendeur. Voilà. Et surtout, on n'a pas corrigé le mouvement acheteur. On est toujours sous la dominance de ce mouvement haussier qui a déjà été complété. Donc, qu'est-ce que je fais moi en général dans ces trucs-là? J'utilise le volume profile, mon fixed range, d'accord? On retrace une tendance. Donc, c'est important de dire, normalement, on a déjà retracé toute cette partie-là. Donc, moi, là, ce qui va m'intéresser, c'est ce qu'on a laissé derrière ici. Donc, je vais me mettre comme ça et on va voir ce qu'il nous donne en termes de volume. Alors, attendez, je vais peut-être remettre les prix quand même ici. Voilà, donc, on va aller chercher tout en bas. Hop, c'est important. Voilà. Alors, où est-ce qu'on a laissé du putain de volume derrière nous? D'accord? Donc cette zone-là, oh tiens, comme par hasard, elle a été testée et elle a extrêmement bien fait son travail. Celle-là, on ne l'a pas encore testée, c'est celle qu'on va probablement aller se taper aujourd'hui. Donc vous savez où acheter l'eurodoll aujourd'hui, à 11,72. Normalement, vous n'hésitez même pas. C'est-à-dire ici, c'est un ordre à mettre dans les carnets. Je vais aller le faire d'ailleurs, je vais le prendre ce trade. D'accord? À l'aveugle, hein, je m'en bats les couilles, je paye au volume profile et je verrai après si ça déclenche un signal. Normalement, ça va le faire. Et voilà. Donc, évidemment, je vais me protéger. C'est-à-dire que là, on a 3 zones de volume exécutables. D'accord? Moi, je vais prendre la première. Et évidemment, je mets un stop si on clôture sous les 1,1160. D'accord? Le principe, c'est que ça se trade comme ça. Alors, c'est une stratégie très agressive. Je vous la partage. Encore une fois, ça s'est destiné que aux gens qui sont expérimentés. Les autres, vous arrêtez de chercher à complexifier ce truc-là. D'accord? Vous apprenez la stratégie de base et vous ne cherchez pas à voir plus loin. Apprenez d'abord à gérer les risques. Après, vous prendrez des risques encore plus agressifs. Là, on va payer un truc sans signal. On va attendre que le signal arrive derrière pour confirmer le trade. Donc là, ça veut dire si ça ne réagit pas, il faut mettre un stop. Hein, on est bien d'accord? Donc ça vient vous exploser les 1,1162 derrière. C'est au revoir, merci, on se reverra la prochaine fois. Ok? Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ça, c'est un trade agressif. Mais si j'ai un signal ici en 15 minutes qui arrive avant, je m'en bats les couilles, je prendrai le signal, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là, pour l'instant, il n'y a que dalle, à mon avis, qui va donner le signal. Donc on attend, et si j'ai rien, je paierai les 1,1173. Alors c'est un peu plus bas, il faut être précis. Voilà. Je paierai les 1,1160 et 72. Voilà. Bon, après, moi, je me mettrai toujours au-dessus pour être sûr d'être exécuté. Donc moi, je me mettrai, par exemple, à 1,1175. Voilà. C'est plutôt ça que je vais aller mettre. D'ailleurs, voilà, faut pas tricher, je vais aller le faire direct. Voilà qui est fait. Hein, donc, évidemment, quand on est très agressif comme ça, on ne met pas 2% de capital sur ce genre de perte. Hein, voilà. Là, évidemment, c'est très agressif, je ne risque pas grand-chose. Il faut être conscient que ces trades-là, je les gère d'une façon très spécifique. C'est-à-dire que quand j'achète là, dès qu'on fait ça, je paye mon stop. C'est-à-dire le micro-rebond qu'il va y avoir quasi systématiquement ici, me sert direct à payer mon stop et derrière la position elle n'existe plus dans ma tête, je la regarde plus. Après, soit elle vient me chasser le stop, ça me coûte que dalle et je retente mon coup sur les niveaux suivants, soit elle chasse pas mon stop, ça décolle et derrière, pouf, je me gave. Donc pour l'instant, c'est un peu l'objectif. J'y vais doucement, hein, j'y vais franchement doucement. Donc je vous dis, pour moi ça, là, ici, j'ai pris 0,5% de risque. Donc c'est vraiment un petit trade. J'ai déjà des achats euro-dollar, mais je vais augmenter mon risque. Évidemment ici. Après, si la Fed arrache tout et que je vais dans le mauvais sens, c'est pas très grave, je vais prendre une perte, c'est clair, hein, on est bien d'accord. Mais normalement, ces trades-là, supportés par du volume, je peux gérer leur risque assez rapidement. Encore une fois, les débutants, ça va vous attirer, vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est facile de faire au volume profile. Si vous ne savez pas faire de la gestion du risque d'abord, vous allez tout droit dans l'échec. Donc non, d'abord on apprend à gérer ses risques, après on prend des épices, on personnalise la stratégie, ainsi de suite. Très important de ne pas sauter les étapes. Si vous le faites, vous verrez ce que ça donne derrière. Ça ne donne absolument pas ce que vous venez rechercher. C'est-à-dire qu'au lieu de mieux comprendre, vous allez surtout beaucoup moins bien vous en sortir. Donc l'objectif, évidemment, ça c'est l'ouverture daily, si ma mémoire est bonne.
Voilà, c'est ça. C'est le cours d'ouverture d'aujourd'hui, donc normalement il faut, pardon, c'est le cours de clôture d'hier, donc là il faut aujourd'hui revenir clôturer avec une mèche basse là-dessus. En gros, j'aimerais bien qu'aujourd'hui on se prépare pour la Fed, on marque le point bas et que demain la Fed nous pousse vers l'euro-dollar haussier. On verra bien, tout ça, ça dépendra de la Fed. Donc on prend des risques, comme d'hab, parce qu'il n'y a pas de gain sans risque, et on maîtrise ce risque, bien entendu, c'est absolument nécessaire. Donc je dirais l'eurodoll aujourd'hui me semble être de loin le trade le plus attractif au cours de la journée. Donc être encore un peu patient, hein, je pense qu'il n'y a pas d'urgence en la matière ici, c'est du 15 minutes. Attendre un signal propre, hein, donc en débordement du contexte, soit ici avant d'aller tester les zones, soit vous attendez la zone. Dans tous les cas, votre stop loss doit être clairement placé sous ce niveau-là, hein, il est hors de question. D'accord, il y a un volume qui attend ici, donc il faut être conscient que si on va le chercher, il ne faut pas que vous foutiez votre stop ici, il ne faut pas foutre le stop 2 points en dessous. Hein, voilà. Toujours pareil, si vous ne savez pas où mettre vos stops, vous prenez la taille du canal de tendance. Voilà, là, le canal de tendance il est tellement grand que là, normalement, votre stop, vous devez le mettre par là, quoi. 1,1155, un truc comme ça, quoi. Il faut un stop relativement large. D'accord? Dans tous les cas, voilà, si vous n'avez pas compris ça à cause de la Fed, je pense que c'est quand même compliqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Bah, rien du tout, la UDNZD se casse un peu la gueule, voilà, bref. Donc vous choisissez un actif, moi il me semble qu'aujourd'hui tout est un peu compliqué, mais le plus faible risque me semble être clairement l'euro-dollar. Dans cette stratégie que je vous ai présentée ici, je vais aller noter les niveaux techniques sur le graphique simple, sur le graphique classique, parce que évidemment j'ai mis un ordre, j'ai mis une alerte, j'ai mis un ordre en attente, hein, on est bien d'accord, mais je dois le répliquer, je dois répliquer ma stratégie ici. Alors, on le refait, donc une deuxième fois, on remet son fixed range sur toute la zone qui n'a pas été cotée, et voilà, donc de là à là, ça me paraît pas mal, pas besoin d'aller plus loin. Merci. Alors, nos zones de volume sont donc toujours celles qu'on a vues. 1,1172. Celle-là. Ah bah tiens, celle-là, pourquoi on l'a pas vue tout à l'heure? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Pourquoi je regarde pas? Pourquoi il n'y a pas les mêmes infos là? Ça me fatigue. Oh, je te jure, des fois, alors ça, mais qu'est-ce qu'ils peuvent me gonfler avec les volumes? C'est un truc de dingue. C'est... ok. Alors pourquoi on n'a pas vu ça? Oh putain, et il y a une target. Ok, d'accord. Donc là, il va falloir être un peu plus agressif. Donc là, on a la target, le niveau technique, d'accord? Donc là, effectivement, ceux qui veulent prendre un trade agressif, ça ne se fait pas sur les 1,1172, mais ça se fera plutôt là sur les 1,1184, la zone qu'on est en train de venir approcher là. Putain, fuck. Bon, après, celle où il y a le plus de volume est clairement celle-là. C'est compliqué là. C'est très très compliqué. Les deux sont intéressantes. Celle-là, évidemment, est plus agressive. Donc, soit vous prenez celle-là, vous avez plus de chances d'être exécuté, mais il faut mettre un stop sous la suivante. C'est embêtant. C'est embêtant. Je ne sais pas trop quoi faire, là. Très sincèrement, je pense que moi, je vais splitter l'ordre en deux. Je reviens. Hop, voilà, donc je viens juste de splitter. En gros, le principe, c'est-à-dire que j'ai mis 50% de la taille de position là, 50% de la taille de position là. Ça ne change pas radicalement grand-chose, mais si jamais on devait rebondir sur celle-là et jamais aller chercher celle-là, au moins j'ai quand même la moitié de l'ordre qui est passé, ce qui me semble quand même intéressant. Le stop loss, du coup, se place ici, sous les 1,1161, hein, d'accord? Donc ça vient casser ça avec des clôtures, évidemment, vous ne cherchez pas à voir plus loin que ça, hein, ça me semble être la stratégie la plus rationnelle. Alors je ne comprends clairement pas pourquoi il y a des changements au niveau des volumes, hein, ça me paraît un peu bizarre par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, bon mais bon. Voilà comment on applique. Donc bref, de toute façon ici on voit bien, hein, donc la target, moi ça me semble, voilà, on ne devait pas regarder le même actif tout à l'heure, mais regardez toujours ce que vous voyez, hein. Donc pour moi ici il y a une détection de breakout, mais elle me paraît absolument pas viable, d'ailleurs je vois pas comment ça a pu passer. Ah ouais, d'accord, bon, c'est au chouïa de poil de cul, comme ça a pas touché ici, il considère que c'est voilà, c'est un algo, hein, encore une fois, l'algo de breakout, j'ai toujours dit faut les vérifier les algos, hein. Là il n'y a pas du tout de breakout baissier, pas possible que, mais dans ce cas-là ça me paraît quand même étrange. Donc évidemment ça sent la target dès que c'est final, donc on n'hésite pas à prendre ça à l'achat. Évidemment, si vous avez tort, c'est que vous êtes en train de lutter contre un breakout baissier. Dans ce cas-là, bah, on prend sa perte, on ne rechigne pas, et tout simplement, on avait tort. Oh mon Dieu, que c'est grave. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Comme d'hab, hein, je suis fair play, je le prends et je le prends. Je fais pas mumuse, hein, je ne traite pas avec de micro-contrats, hein, encore une fois.
Moi, je trade avec les leviers associés à la taille de mon compte. Donc voilà, je mouille le maillot, hein, il y en a, ils vont vous faire des analyses, des machins, ils ne traitent pas. Moi, je trade réellement ce que je fais. Je vous montre pas les trades en live parce que j'aime pas faire ça et pas tout simplement, c'est des informations qui d'une vous servent à rien et de deux c'est des informations que je veux pas donner. Qu'on soit clair, hein, j'ai pas envie que les numéros de compte circulent à droite, à gauche et compagnie. Il y en a qui se sont amusés à le faire et il y a des petits malins qui leur ont soit pété des comptes, soit des trucs comme ça. Donc bref, moi je prends pas le risque. Hein. Encore une fois, c'est pas que je vous cache quelque chose. Hein. Ma porte est ouverte. Si vous voulez venir me revoir trader, bah, vous venez chez moi si vous avez le moindre doute. Voilà, encore une fois. Allez, bye bye.